Le jeu Marvel Spider-Man, sorti sur PS4 en octobre 2018, a été un énorme succès populaire. Un gameplay efficace, une histoire prenante, des personnages attachants, le jeu avait tout pour plaire au plus grand nombre et il a posé des bases solides pour un univers très riche et prometteur. Un univers qui a évidemment été exploré dans les suites, le standalone Miles Morales sorti fin 2020 et Marvel Spider-Man 2 fin 2023. Mais il a pas fallu attendre le jeu Miles Morales pour avoir de premières explorations de l'univers mis en place par le premier jeu. Puisqu'avant ça, c'est un univers qu'on a également vu en comics. Déjà, le Peter Parker / le Spider-Man de ces jeux, il a fait plusieurs apparitions dans des comics traitant du multivers, notamment durant l'arc narratif Spider-Geddon. Mais surtout, le jeu Spider-Man de 2018 a eu droit à ses propres comics, des comics dits Gameverse qui constituent une continuité officielle et canonique du jeu. Aujourd'hui, on va se pencher un peu sur ces comics, voir ce qu'ils apportent à l'univers mis en place par le premier jeu Spider-Man, et surtout on va se demander est-ce qu'ils valent vraiment le coup d'être lus au final. Avant de commencer, même si ça paraît évident, cette vidéo va spoiler le jeu Marvel Spider-Man, son histoire principale mais aussi ses DLC. Dernière précision, à l'heure où j'écris cette vidéo, j'ai pas encore joué au deuxième jeu, donc j'en parlerai pas. Voilà. Maintenant on peut commencer. Déjà, on va partir du début. Quels sont les comics dont on va parler aujourd'hui et quelle est leur promesse de départ? Pour commencer, on a le comics City at War, dont le but est de reprendre le scénario principal du jeu en ajoutant ici et là des scènes supplémentaires. Ensuite, on a Black Cat Strikes qui quant à lui reprend l'histoire des DLC qui était sortie quelques semaines après la sortie du jeu. Et enfin, on a le comics Velocity qui présente une histoire totalement inédite. On a aussi un numéro unique qui était sorti quelques mois avant Marvel Spider-Man 2 et qui faisait office de préquel pour cette suite. Ici, on parlera pas de ce numéro car on va rester focus sur les comics liés au premier jeu. Mais peut-être qu'on en parlera dans une future vidéo ou dans un format plus court sur Instagram. Commençons donc par City at War, écrit par Denis Hopeless et dessiné par Michel Bandini et Luca Maresca. Un comics sorti aux États-Unis entre mars et août 2019. Pour information, il est également sorti en VF sous le titre Ville en guerre. Comme dit précédemment, le comics reprend grosso modo l'histoire principale du jeu. Et pour susciter chez nous un semblant d'intérêt, le comics va donc faire en sorte de rajouter des scènes inédites et de nous montrer des événements qui se sont déroulés hors champ pendant le jeu. On y reviendra plus tard, mais selon moi, à la base, ces comics y sont pensés pour être lus par des gens qui ont joué au jeu. Donc évidemment, reprendre trait pour trait l'histoire du jeu, ça aurait pas grand intérêt, et le comics se sent donc un peu obligé de nous montrer des trucs qui sont inédits mais qui sont pas forcément hyper intéressants. Certains ajouts sont vraiment peu pertinents, et tu sens qu'ils sont là avant tout pour ajouter de l'humour de façon hyper artificielle. Typiquement, à la fin de la scène d'introduction du jeu, juste après avoir arrêté Wilson Fisk, est-ce qu'on avait vraiment besoin de connaître la discussion entre Spider-Man et Yuri Watanabe une fois que les portes du camion de police se sont fermées? Franchement non, c'est pas quelque chose d'important, et c'est là juste pour faire une vanne, rien de plus. Pareil, un peu plus tard, on a une scène inédite qui nous montre une interaction entre Martin Lee et un groupe de démons après l'attaque de la salle d'enchères. Là aussi, ça sert juste à rajouter une blague pas terrible qui décrédibilise la menace plus qu'autre chose. Malgré ça, il y a quand même des idées qui sont un peu cool par moment. Par exemple, le comics va nous montrer la vie de Miles Morales dès le début, en parallèle de l'histoire principale, alors que dans le jeu, on le rencontre pour la première fois bien plus tard. Bon, ça nous montre pas grand chose d'hyper intéressant, mais l'idée de base est quand même cool. Ça nous en apprend un peu plus sur le personnage et ça renforce un peu son côté fanboy de Spider-Man. Et en vrai, c'est typiquement pour ce genre de bonus que ce type de comics peut être sympathique à lire. Il y a aussi des modifications un peu étranges par moment. Par exemple, le combat contre Shocker dans la banque a été déplacé temporellement beaucoup plus tôt dans l'histoire. Ici, il a lieu entre l'arrestation de Fisk et le moment où Otto découvre que Peter est entre guillemets le costumier de Spider-Man. On a aussi quelques modifications concernant les dialogues. Le comics va parfois reprendre mot pour mot ou quasi mot pour mot les dialogues des cinématiques, alors que d'autres fois il va inventer des dialogues qu'on n'a pas vus dans le jeu ou en remplacer d'autres dans le but de skipper certaines scènes et d'être un peu plus direct. Le comics est sorti en 6 numéros d'une vingtaine de pages chacun, donc évidemment il rush un peu l'histoire par moment, étant donné que l'histoire principale du jeu dure quand même plusieurs heures. Pas mal de scènes sont fortement raccourcies, voire même complètement skippées, notamment la fouille du repère des démons dans les docks ou celle du bureau de Martin Lee par Peter. Il y a énormément d'éléments scénaristiques hyper intéressants et importants du jeu qui sont passés sous silence. Je pense par exemple à peu près tout ce qui tourne autour de Norman Osborn qu'on voit à peine dans le comics, l'attentat de l'hôtel de ville qui tient sur à peine 2 pages, ou encore la longue descente d'Octavius vers la folie. Et ces éléments, ils étaient hyper importants dans le développement du scénario du jeu. Silver Sable et les Sinister Six, j'en parle même pas, ils sont absolument pas introduits, juste ils popent d'un coup d'une page à l'autre sans que tu comprennes vraiment ce qui se passe. Bref, vous l'aurez compris, on n'est pas sur un truc 100% identique au jeu puisque certains passages sont altérés ou supprimés. Et je vais pas tout citer parce que ce serait beaucoup trop long et pas hyper intéressant. Retenez juste que même s'il y a quelques modifications, le début et la fin du jeu sont identiques au début et à la fin du comics. Si vous avez pas joué au jeu, je vous déconseille fortement de lire ce comics. Vous comprendrez pas grand chose à l'histoire, à l'enchaînement des événements, ni même aux motivations des personnages. Et au final, ça nous fait réaliser le vrai problème de ce comics. D'un côté, quelqu'un qui a pas joué au jeu n'a aucun intérêt de le lire, mais de l'autre côté, quelqu'un qui a joué au jeu, il va rien apprendre de très intéressant en lisant ce comics.
comics. Du coup, on se retrouve avec un comics qui manque clairement sa cible, mais qui en plus a même pas vraiment de cible précise. Imaginons que je vienne de finir le jeu pour la première fois et que je l'ai tellement apprécié que je souhaite me replonger dans son univers. Bah clairement, perso, c'est pas avec ce comics que je vais trouver mon compte. Je vais préférer relancer une partie pour explorer la map de fond en comble ou même lire d'autres comics qui sont pas forcément liés à l'univers du jeu mais qui ont un peu la même vibe. J'ai pas encore parlé des dessins et pour le coup c'est parce que j'en suis vraiment pas fan. Concernant Baldini qui a dessiné la plus grosse partie du numéro, je trouve pas ça moche, très loin de là, mais je trouve que ça s'éloigne un peu trop de l'esthétique du jeu et qu'on sent un peu trop le côté numérique du dessin. En plus de ça, j'aime vraiment pas la façon dont les visages sont dessinés. Je pense que le but c'était de faire quelque chose de très accessible pour attirer les joueurs qui sont pas forcément lecteurs de comics et qui auraient pu être rebutés par un style trop marqué ou avec trop d'identité. J'aime déjà un peu plus le style de Maresca sur le 5e numéro et la ref à la couverture d'Amazing Fantasy XV fait toujours plaisir, mais bon, c'est juste sur ce numéro là et c'est pas non plus un type de dessin que je trouve exceptionnel à titre personnel. Bref, City at War, ça reste agréable à lire quand on aime le jeu, mais globalement c'est un comics qui est assez creux. On n'apprend pas grand chose de plus par rapport à l'histoire du jeu et les quelques différences sont plus frustrantes que gratifiantes à notifier. Et en vrai, c'est une critique qu'on pourrait aussi faire à propos de Black Cat Strikes. Toujours écrit par Dennis Hopeless et dessiné cette fois-ci uniquement par Luca Maresca, ce comics est sorti en 5 numéros entre janvier et septembre 2020. Celui-ci est également sorti en VF sous le titre Le Casse de Black Cat. Comme dit en introduction, le comics reprend globalement l'histoire des 3 DLC qui étaient sortis 2 mois après la sortie du jeu sous le titre La ville qui ne dort jamais. Ces DLC y présentaient une histoire assez cool autour du triangle Black Cat, Silver Sable et Yuri Watanabe dans leur combat commun contre Hammerhead. J'ai vraiment beaucoup aimé les jouer ces DLC et donc j'étais assez curieux de découvrir ce comics. Alors pour le coup, comparé à City at War, le scénario est un peu moins rushé puisque le comics reprend une histoire plus courte. Ça lui permet d'avoir un peu plus de liberté pour incorporer plus d'éléments inédits et même si encore une fois on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, ça reste assez agréable à lire. On quitte un peu l'ambiance sombre que pouvaient avoir ces DLC, surtout le deuxième après la prétendue mort de Black Cat, pour quelque chose de plus fun, coloré et un tantinet enfantin. Le comics approfondit un peu la relation entre Spider-Man et Black Cat en nous montrant des éléments de leur passé commun, notamment la manière dont ils se sont rencontrés et également les multiples affrontements qu'ils ont eu avec certains vilains de cet univers, dont le Vautour et Scorpion pour ne citer que. D'un autre côté, Hammerhead et Silver Sable sont vraiment mis de côté et ils ont absolument aucun développement. Et c'est un peu dommage parce que selon moi, ce qui faisait la force de ces DLC, c'est vraiment la dynamique entre les personnages. Même si c'est moins rushé, ça va quand même très vite et encore une fois, je doute que ça puisse avoir un réel intérêt à la fois pour les joueurs mais surtout pour les non-joueurs. Niveau dessin, même si j'avais relativement apprécié le style de Maresca sur son numéro pour City at War, je suis pas un grand fan de son trait, mais je pense que ça peut rester appréciable pour beaucoup de lecteurs. C'est un style qui est toujours très accessible, mais qui selon moi manque un peu de cachet. Bref, comme pour City at War, on n'est clairement pas sur un comics indispensable à lire. Mais qu'en est-il donc du dernier comics dont nous devons parler? Velocity, toujours écrit par Dennis Hopeless et cette fois-ci dessiné par Emilio Mason, est sorti en 5 numéros entre août et décembre 2019, soit juste avant Black Cat Strikes. On est sur une histoire inédite et encore une fois, c'est assez oubliable. J'ai même pas envie de m'y attarder trop en détail parce que j'en retiens rien de vraiment intéressant niveau histoire. Et même au niveau du dessin, selon moi, c'est toujours un peu insipide. Le comics a quand même le mérite de nous en montrer un peu plus sur le Daily Bugle. On voit notamment Mary Jane travailler en collaboration avec Ben Urich et discuter avec Robbie Robertson, ce qui est plutôt cool puisque jusque-là on n'avait pas vu un seul employé du Daily Bugle, à part Mary Jane bien sûr. En soi, l'histoire a comme seul intérêt de justifier l'existence du costume Vélocité qui a donc été créé exclusivement pour le jeu. Mais en vrai perso je m'en fous un peu parce que même esthétiquement c'est absolument pas un costume qui me plaît. D'ailleurs personnellement j'ai pas du tout joué avec. En conclusion, vous l'aurez compris, ces comics ils sont assez loin d'être excellents. Ces comics ils ont pas été créés dans un but artistique, on est surtout là sur du matériel promotionnel. Mais en vrai ça veut rien dire en soi. Il y a des œuvres qui ont été créées avec des intentions ultra mercantiles et qui ont quand même été très réussies. En plus de ça, on va pas se mentir, on est chez Marvel, donc chaque comics est créé en grande partie pour des raisons financières. N'oublions pas que le comics c'est un art mais c'est aussi une industrie qui a besoin de tourner. Mais en tout cas ici pour les comics tirés du jeu Marvel Spider-Man, tu sens un vrai manque de direction artistique et globalement un manque d'intérêt. Quand tu lis ces comics, tu passes pas forcément un mauvais moment, mais tu lis ça en une demi-heure grand max et tu l'oublies aussi vite que tu l'as terminé. C'est pas nul, c'est juste oubliable, et au final c'est peut-être encore pire. Je pense aussi que ces comics y représentent une vraie occasion gâchée. L'univers posé par le jeu Spider-Man est super riche, c'est un univers dans lequel l'homme araignée est actif depuis 8 ans, et ça aurait été cool de raconter des histoires qui se sont déroulées durant ces 8 premières années, que ce soit concernant Spider-Man ou même d'autres personnages d'ailleurs. J'aurais adoré voir un comic sur le tombstone de cet univers par exemple, en apprendre plus sur son histoire, son parcours, et penser à ça, ça m'a amené à réfléchir au vrai problème global concernant ces comics. Le vrai problème de ces comics, c'est qu'ils ont pas le droit d'être importants. Comme je l'ai dit, il y a tellement de pistes de scénario qui auraient pu être abordées, mais le truc c'est que tu peux pas vraiment te permettre de balancer des informations à la fois importantes et inédites dans ce genre de produits dérivés, parce que c'est ce qu'ils sont ces comics, des produits dérivés. Les informations importantes doivent rester dans les jeux vidéo, qui sont le média principal de cet univers 1048, et je suis à peu près sûr que les auteurs ont eu des directives très strictes quant aux éléments à insérer et aux libertés qu'ils pouvaient prendre via ces comics. Ces comics liés au premier jeu Marvel Spider-Man, ils sont hyper oubliables, mais d'un autre côté, de par leur nature, ils pouvaient pas vraiment aspirer à être plus que ça. Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus,
dessus et je vais vous conseiller quelques comics dispo en VF qui pourraient vous plaire si vous avez aimé Marvel Spider-Man sur PS4. Déjà, vous pouvez évidemment lire les tout débuts de Spider-Man par Stan Lee et Steve Ditko. Ça peut paraître un peu vieillot visuellement vu que ça date des années 60, mais je vous jure que ça se lit toujours aussi bien. Ça a été hyper important pour l'histoire de Spider-Man évidemment, mais aussi pour l'histoire des comics de façon générale. Vous pouvez aussi lire Spider Island, c'est un arc narratif plus récent écrit par Dan Slott et dessiné en grande partie par Humberto Ramos. Alors Dan Slott c'est clairement pas mon auteur préféré, mais je trouve que Spider Island c'est ce qu'il y a de mieux à retenir de son travail sur Amazing Spider-Man. C'est une histoire dans laquelle Spider-Man va devoir sauver New York d'une certaine forme de maladie on va dire, un peu comme dans le jeu PS4. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous pouvez apprécier si vous aimez Spider-Man et que vous voulez commencer les comics. En plus c'est ressorti en format poche chez Panini récemment pour un prix dérisoire, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite vous pouvez lire la série Ultimate Spider-Man de 2000, une série sur un autre Spider-Man alternatif qui est cette fois-ci un ado du début des années 2000. C'est une série de comics très marquante qui a pas mal inspiré le premier film Amazing et qui a parfois une vibe assez similaire au jeu PS4. Ça m'y a fait penser notamment pour l'importance d'Oscorp dans l'intrigue principale. La série est intégralement disponible en format omnibus et c'est en cours de publication en format poche, donc c'est vraiment un très bon moment pour la découvrir. Malgré tout ça, j'espère sincèrement qu'on aura droit à l'avenir à des comics plus intéressants sur l'univers des jeux Spider-Man. Vraisemblablement, la saga d'Insomniac se terminera avec Marvel Spider-Man 3 qui sortira sûrement d'ici 2028 environ. Et peut-être qu'après ça, certains auteurs auront droit à beaucoup plus de liberté pour continuer à faire vivre cet univers en ancrant en images. Je pense que ce serait beaucoup trop cool car l'univers et les possibilités sont tellement riches que même après 4 jeux, voire plus, je suis persuadé qu'il y aura encore énormément d'histoires à raconter. Sachez également qu'il existe un roman qui sert de préquel au premier jeu. Alors je l'ai trouvé, je suis en train de le lire actuellement et de ce que j'en ai lu pour l'instant, c'est vraiment très cool et j'ai trouvé ça 1000 fois plus intéressant que les comics dont j'ai parlé avant. Alors certes, on n'est pas sur de la très grande littérature, mais le livre nous sert une histoire honnête, un minimum prenante et qui fait très bien son job de préquel. Le livre va notamment nous raconter comment Spider-Man et le capitaine Yuri Watanabe se sont rencontrés et c'est exactement ce genre d'histoire qu'il fallait raconter. C'est une histoire qui est pas forcément nécessaire à connaître, mais qui est quand même super cool et qui fera sûrement plaisir aux fans du jeu. Sans être incroyable, le livre réussit clairement là où les précédents comics ont échoué. Et même si c'est un peu étrange au début de lire une histoire de super-héros sans aucune illustration, j'ai quand même beaucoup plus retrouvé l'esprit du jeu dans les pages de ce roman plutôt que dans celles de ces 3 comics. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce que j'aspire à en faire beaucoup d'autres dans ce format. Si vous voulez plus de contenu en attendant la suite, vous pouvez aller écouter le podcast Centralcast dispo sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur cette chaîne YouTube. Niveau podcast, vous pouvez aussi entendre mes avis désastreux dans certains épisodes de Team Up le podcast comics. Vous trouverez tous les liens utiles en description. Je vous recommande aussi de suivre le compte Instagram de Centralcast parce que c'est clairement là-bas que je suis le plus actif. C'est notamment là-bas que je donne des news, que je réagis parfois à certaines actus et que je montre mes achats comics. Bref, encore une fois, tous les liens sont dans la description. Encore merci pour avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt.